Attends que Madame Bell se connecte. Oui, oui, j'ai juste partagé ma présentation. Je pense qu'il y a eu une petite coupure de courant à l'Aliedec dans un secteur de Casa. Je pense que c'est pour ça que Rossed a dû se déconnecter. D'accord. Des coupures d'électricité. Bon, tout est parti, c'est pour ça que j'ai disparu. Oui, c'est exactement. Alors, Le petit Sam est avec nous, donc on démarre. Donc, on va oui, commencer oui, tout de suite. la présentation. Bonsoir, professeur Hebbel. Bonsoir. On commence? Oui, allez-y, commencez, je crois. Commencez, Madame Tissa. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de retrouver. Attends, Laha, est-ce Ah, que oui. ces filles qui vont faire une petite présentation avant toi ou pas? Ah, je ne sais pas. Oui, Madame, on a parce décidé de laisser en dernier. Le petit Sam va présenter en dernier. comme ils veulent. Bonsoir, professeur. Ça va? Vous allez bien? C'est Petit Sam. Alhamdulillah. Oui, petit Sam. Alors, Je tiens à vous remercier, à vous et toute l'équipe, de nous avoir donné l'occasion d'être avec vous pour ce webinaire. Et comme convenu avec professeur Arous, donc Anna, je laisse ma présentation en dernier lieu. très bien, parfait. Allez-y, d'accord, merci. Donc, Vas-y, Emma, pardon, excusez-moi. OK. au nom de la CIR, ça dit, je vais présenter Maha. Donc, Oui. OK. Allez, très bien. moi aussi, je remercie tous les participants à ce webinaire. Donc, je remercie le laboratoire FIT d'avoir accepté encore une fois. Donc, c'est un éminent collaborateur de la CIR d'avoir nous soutenir dans la formation continue. Et on va faire une présentation très intéressante sur l'association HCA Diabète. Donc, Dr Mahabouzian va nous en parler. Et s'il y a des questions, soit vous laissez des messages, sinon vous prenez la parole à la fin de la présentation. Voilà, je te laisse la parole, Maha. Merci beaucoup, Salim. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir pour cette présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran et si vous m'entendez. Allô? Oui, on Ah, t'entend. oui? Et on peut voir l'écran. Oui. OK, parfait. Donc, je disais que c'était vraiment un plaisir de retrouver des amis et d'anciens collègues et je remercie Madame le professeur Hebbal de m'avoir associée à ce webinaire et de m'avoir donné la possibilité de vous parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle et du diabète que j'ai choisi de qualifier comme étant une association de malfaiteurs.
Donc, comme guise d'introduction, il faut savoir que l'hypertension artérielle, c'est 1,28 milliard de patients dans le monde qui sont atteints en 2021 selon l'AO. Et les patients diabétiques présentent 2 fois plus de prévalence d'hypertension artérielle que la population générale. Il faut savoir aussi que la présence d'hypertension artérielle d'un autre côté va prédire la survenue de diabète. Donc, la coexistence hypertension artérielle et diabète, c'est une association de malfaiteurs. Pourquoi? Parce que ça va accélérer les complications micro et macrovasculaires, ça va majorer le risque cardiovasculaire, ça va augmenter le risque de survenue d'AVC et ça va favoriser une évolution qui est plus rapide vers les stades terminaux d'insuffisance rénale. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie, nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Je vais simplement vous donner un bref aperçu parce qu'il y a quand même quelques petites différences entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, la prédisposition génétique, elle est présente quel que soit le type de diabète. Par contre, dans le diabète de type 1, ce qui va vraiment favoriser cette hypertension artérielle, c'est l'état d'hyperglycémie chronique et la présence ou pas de néphropathie. Parce qu'en fait, chez ces patients-là, ce qu'on a remarqué, c'est que la présence de microalbuminurie était associée à l'apparition d'une HTA et plus spécialement d'une HTA nocturne. Par contre, lorsque les diabétiques de type 1 n'ont pas de néphropathie... Pardon? Allô? Non, tu termines, c'est juste quelqu'un qui a... D'accord. Et par contre, si ces patients-là n'ont pas de néphropathie, on voit qu'ils ont le même risque que la population générale. Par contre, pour ce qui est du diabète de type 2, donc on a dit prédisposition génétique, pardon, elle est toujours là, mais le facteur majeur qui va déterminer la physiopathologie de l'hypertension artérielle, c'est l'insulinorésistance ou l'hyperinsulinémie. En fait, ces patients-là vont avoir une hyperglycémie chronique, ils vont avoir une diminution du peptide natriurétique avec une augmentation de l'activité du système rénine-angiotensin-aldostérone et de l'activité sympathique qui va favoriser en fait une sorte de cercle vicieux entre HTA et atteinte rénale. Donc voilà, 2 messages clés. Dans le diabète type 1, la physiopathe, elle est en rapport avec les reins, l'atteinte rénale. Dans le diabète type 2, c'est beaucoup plus l'insulinorésistance. Ici, je vous ai mis un petit schéma pour résumer un petit peu cette relation qu'il y a entre l'insulinorésistance, l'hyperinsulinémie et l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez que ces patients-là ont une hyperglycémie chronique, une diminution du peptide natriurétique, augmentation du système rénine-angiotensin-aldostérone et l'activité sympathique. Tout cela va participer à l'augmentation de la rétention hydrosodique avec une expansion volémique, mais également à une glycosylation des glomérules rénaux avec une hyperactivité cardiaque qui va majorer l'hypertension artérielle. Et d'un autre côté, on aura aussi une progression de la maladie rénale. Cette progression de la maladie rénale va impacter l'hypertension et vice-versa. Donc, ce sera un véritable cercle vicieux. Donc, pour ce qui est des définitions, ça, vous le connaissez, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Les chiffres de tension optimale ou normale, ce sont des chiffres inférieurs à 120 de systolique et de diastolique. Là, on est en face d'un patient qui a des chiffres tensionnels qui sont optimaux, avec une tension artérielle qui est entre 120 et 129 de systolique, entre 80 et 84 de diastolique, il est dans une tension artérielle qui est normale. Par contre, il y a la catégorie de patients qui ont des chiffres normaux mais hauts. Donc ça, ce sont des patients qui sont quand même avec un risque cardiovasculaire qui est un petit peu plus élevé et ce sont des patients qui ont des chiffres tensionnels entre 130 et 139 de systolique et 85 et 89 de diastolique. Et puis bien sûr, l'hypertension artérielle à proprement dite qui va commencer à partir de chiffres de 140 de systolique et 90 de diastolique avec les 3 degrés d'hypertension artérielle que vous connaissez déjà. Deuxième définition qu'il faut connaître, ce sont les définitions du diabète et du prédiabète. Donc, le diabète, il est défini soit par une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5,
soit par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par décilitre, ou alors une glycémie postprandiale à 2 heures ou une glycémie aléatoire qui est supérieure à 2 g par décilitre. Autre chose pour définir le prédiabète. Donc, pour ce qui est du prédiabète, ce sont des patients qui vont avoir des chiffres de glycémie qui est inférieure à 1,26 g. Donc, lorsque c'est une intolérance au glucose, ils vont avoir des chiffres inférieurs à 1,26 avec une glycémie provoquée qui est entre 1,4 et 2. Et lorsque ce sont des chiffres de glycémie qui sont anormaux, ils vont avoir une glycémie à jeun qui est entre 1 et 1,25, mais par contre, une glycémie postprandiale à 2 heures qui est inférieure à 1,4 g par décilitre. Alors, j'ai ici ajouté un petit plus pour l'hémoglobine glyquée entre 5,8 et 6,4%. Elle a un petit peu bougé. En fait, elle fait partie du prédiabète. On ne la retrouve pas dans les recommandations européennes, mais on retrouve notamment dans les recommandations américaines qui parlent de chiffres d'hémoglobine glyquée du prédiabétique. Donc, il faut savoir que ce prédiabétique, il a un risque cardiovasculaire qui est quand même assez différent d'un patient normal et surtout, c'est un patient qui pourra, de façon aléatoire, passer vers un véritable diabète avec un risque cardiovasculaire plus élevé. Donc, la stratification du risque cardiovasculaire, il faut savoir que le patient diabétique est par définition un patient qui est au moins à risque modéré. Donc ici, vous avez la stratification qui est basée notamment également sur le score. Mais vous voyez donc que quand on a un patient qui est diabétique, il est d'emblée à risque modéré. Et ce risque modéré, il est vraiment chez les patients qui sont jeunes, moins de 35 ans pour le diabète type 1 ou moins de 50 ans pour le diabète type 2 avec une durée de diabète qui est inférieure à 10 ans. Sinon, ce sont des patients qui sont à haut risque, notamment lorsque le diabète dure plus de 10 ans, sans atteindre des organes cibles ou sans autres facteurs de risque. Ou autrement, si ce sont des patients qui sont diabétiques avec soit une atteinte d'organes cibles ou une maladie cardiovasculaire ou plus de 3 facteurs de risque ou un diabète de type 1 qui a duré plus de 20 ans, à ce moment-là, ce sont des patients qui sont considérés à très haut risque cardiovasculaire. Donc ici, vous voyez qu'on voit toujours la même chose que pour les patients diabétiques, ils sont d'emblée dans un risque mi-modéré. Mais la particularité sur cette classification-là, c'est que vous voyez que même ceux-là qui sont à risque modéré, eh bien, lorsqu'ils ont une hypertension artérielle, ceci va majorer leur risque cardiovasculaire. Et lorsqu'ils vont avoir une hypertension artérielle de grade 3, eh bien, ils vont être considérés comme des patients qui sont à haut risque, voire à très haut risque cardiovasculaire. Donc, cette association diabète-HTA est vraiment une association qui est nocive pour le patient. Alors, pour ce qui est du traitement, la première chose sur laquelle il faut absolument insister et qu'on a parfois tendance à oublier lors de nos consultations, ce sont les mesures hygiéno-diététiques qui doivent être au premier plan. Donc, d'abord, il faut une perte de poids. Et quand on a une perte de poids de 5 à 10%, on a une diminution d'environ 5 mm de mercure de pression artérielle. Il faut conseiller le patient de prendre moins de 6 grammes par jour de sel. Donc, 6 grammes, c'est plus ou moins une petite cuillère à café. Il faut l'encourager pour le sevrage alcoolique et tabagique et ne pas hésiter à l'envoyer vers des spécialistes pour ce sevrage et puis l'encourager bien sûr à avoir un régime alimentaire qui est riche en fruits, en légumes, en produits maigres en gras. Donc en fait, c'est le régime méditerranéen. Et donc là, je vous ai mis un petit peu la pyramide de ce régime méditerranéen. Vous voyez qu'il y a l'activité physique, les fruits, les légumes et les céréales qui doivent avoir une grosse portion de notre régime alimentaire, les poissons et les fruits de mer qu'on doit consommer au moins 2 fois par semaine. Puis nous avons tout ce qui est volaille, œufs, fromage qui passe après, à consommer avec modération. Et les viandes et les sucreries sont vraiment au tout dernier plan. Ce sont les derniers. Il faut les consommer le moins souvent possible. Et ne pas oublier de boire beaucoup d'eau, bien sûr. Le vin, pour ceux qui en consomment, bon, ça, je n'en parlerai pas. C'est
chacun fait ce qui lui convient le mieux, mais en tout cas, le vin à consommer avec modération et ne pas oublier qu'il a été démontré que déjà à partir d'un verre de vin par jour, il y a déjà une majoration du risque cardiovasculaire et des outcomes cardiaques. Donc, ensuite, il y a la gestion des autres facteurs de risque cardiovasculaire et en particulier la dyslipidémie. Il faut aussi encourager l'exercice physique et notamment les exercices en aérobie qui doivent être majoritaires avec quelques exercices de résistance dynamique en complément. Il faut avoir 30 minutes d'exercice physique par jour, 5 jours sur 7 au minimum. Et donc, toutes ces mesures hygiéno-diététiques vont permettre une réduction de 7 mm de mercure de la pression artérielle systolique et de 5 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Donc ici, vous avez un petit exemple de schéma qui vous explique en quoi l'exercice physique va être bénéfique chez les patients avec une hypertension artérielle ou pour diminuer le risque cardiovasculaire de façon générale. Donc vous voyez que les exercices en aérobie vont diminuer la rigidité artérielle avec une augmentation du baroréflexe vasculaire et une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et par contre, là, les exercices en résistance, ils vont aussi diminuer la rigidité, mais ils vont aussi participer directement dans l'autorégulation de la pression artérielle. Donc, maintenant, pour ce qui est du traitement pharmacologique, on se pose souvent une question, à quel moment est-ce qu'on va commencer à donner un traitement? À quel moment est-ce que ces mesures-là ne sont pas suffisantes? Il faut démarrer le traitement. Eh bien, les recommandations y répondent à partir d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, il faut démarrer le traitement pharmacologique. Et il faut avoir des cibles thérapeutiques qui sont entre 120 et 130 mm de mercure de systolique et entre 70 et 80 mm de mercure de diastolique. Ça, en particulier chez le diabétique, il faut vraiment insister, il faut vraiment viser ces cibles-là thérapeutiques pour avoir une meilleure protection cardiovasculaire chez le patient. Mais néanmoins, il ne faut pas aller à des chiffres qui sont trop bas de pression artérielle, donc ne pas chercher à baisser la pression artérielle en dessous de 120 sur 70 mm de mercure. Il y a une toute petite particularité, c'est que chez le sujet âgé de plus de 65 ans, on peut tolérer des chiffres de pression artérielle systolique qui sont un tout petit peu élevés, de l'ordre de 130 à 139 mm de mercure comme cible thérapeutique. Alors, maintenant, on décide de traiter nos patients, mais quelles molécules choisir? Alors, les premières molécules, ce sont les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ici, c'est indiscutable, les IEC et les ARA2, surtout lorsqu'on a une atteinte des organes cibles. Ensuite, ces inhibiteurs du SRA doivent être associés soit à un inhibiteur calcique, soit à un diurétique, avec les règles de prescription habituelles recommandées, à savoir une dithérapie d'emblée depuis les nouvelles recommandations de l'hypertension artérielle et favoriser le one pill, c'est-à-dire favoriser les prises des molécules dans un seul médicament pour avoir une meilleure observance thérapeutique. Ici, c'est une particularité chez les diabétiques, il faut faire attention, il faut éviter les bêta-bloquants sauf indication particulière. Et lorsqu'on est obligé de mettre un bêta-bloquant, éventuellement préférer le nebivolol. Il faut savoir que l'association bêta-bloquant plus diurétique va majorer le risque de diabète chez les patients qui sont prédiabétiques. Donc, ils vont passer du prédiabète au diabète. Donc, en gros, rappelez-vous qu'il faut éviter les bêta-bloquants, les utiliser uniquement lorsqu'on est obligé de le faire. Donc ici, il y a eu vraiment plusieurs études par rapport aux molécules qu'il faut utiliser, notamment ici l'étude ADVANCE par rapport au perindopril associé au diurétique. Il y a eu des études sur le captopril, sur le losartan. Je ne vais pas tout vous mettre, mais à mon sens, moi, je reste convaincue que les IEC et les ARA2 se valent tous. Le plus important, c'est vraiment de mettre un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone associé à une amlodipine.
benzodiazépine ou à un diurétique. Alors, pour ce qui est des nouvelles molécules, ce sont les inhibiteurs des SGLT2 et les agonistes du récepteur GLP1 qui ont un petit peu le vent en poupe pour ce qui est des thérapeutiques contre le diabète. Pour ce qui est de la pathologie cardiaque, il faut savoir que le maximum d'études a démontré que les SGLT2 inhibiteurs sont efficaces principalement dans l'insuffisance cardiaque, mais à fraction d'éjection altérée. Dans la fraction d'éjection préservée, on n'a pas encore vraiment d'études qui ont prouvé une réelle efficacité pour le moment. Et puis, les agonistes des récepteurs GLP1 sont beaucoup plus utiles dans la réduction du risque cardiovasculaire. Donc là, il y a cette étude qui est parue en 2020 dans le Pharmacological Research qui avait montré justement l'utilité des inhibiteurs SGLT2 et des agonistes GLP1 dans le diabète de type 2 comme étant un agent qui va favoriser encore plus un meilleur contrôle de la pression artérielle. Mais ce qu'il y a, c'est cette étude qui est parue en juin 2021 et que j'ai trouvée très intéressante. C'est une sorte de méta-analyse pour le SGLT2 inhibiteur et les agonistes de récepteurs GLP1. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici pour résumer les principaux items qui nous intéressent dans cette étude-là. Et donc, on ressort avec quelques petits chiffres. Les inhibiteurs des SGLT2 vont faire baisser l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 0,9%. Ils vont faire baisser la pression artérielle systolique de 2,5 à 5 mm de mercure, la diastolique de 1 à 2 mm de mercure, et ils vont faire baisser le poids jusqu'à 2 kg. Pour ce qui est des agonistes des récepteurs GLP1, eh bien, ils vont faire baisser encore plus l'hémoglobine glyquée de 0,9 à 2,2% avec une baisse de la pression artérielle qui est estimée aux alentours de 2 à 3 mm de mercure. Une baisse de poids qui est encore plus importante que les SGLT2I, donc de 1,3 à 8,65 kg. Mais il faut savoir que les agonistes GLP1 ont un tout petit effet indésirable, on va dire, c'est qu'ils vont avoir une petite élévation de la fréquence cardiaque. Donc voilà, en résumé, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on retient les recommandations. Donc, on commence les thérapeutiques pharmacologiques à partir d'un chiffre supérieur à 140 sur 90 mm de mercure avec une cible entre 130 et 120 de systolique et entre 70 et 80 de diastolique. Et puis, ne pas oublier les mesures hygiéno-diététiques qui sont très importantes et qui sont en classe 1. Je vous ai mis aussi ce petit résumé qui est tiré des guidelines de 2018 pour l'hypertension artérielle, qui résume un petit peu comment on fait pour traiter, pour choisir les thérapeutiques qu'on utilise. Vous le connaissez probablement déjà. Donc ici, on a les IEC ou les ARA2 en premier. On va juste supprimer bêta-bloquant parce que ici, ce n'est pas l'idéal pour le diabétique. On va y ajouter inhibiteur calcique ou diurétique, donc en premier plan. Et puis, on peut aller jusqu'à une triple combinaison de médicaments lorsqu'on n'a pas des chiffres artériels, lorsqu'on n'arrive pas à avoir des chiffres artériels dans la cible, et on peut ajouter éventuellement de la spironolactone ou voire même des bêta-bloquants lorsqu'on n'a plus trop le choix, lorsque c'est une hypertension artérielle qui est résistante. Donc, les autres particularités de l'hypertension artérielle chez le diabétique, c'est la fréquence des hypertensions artérielles masquées et des hypotensions nocturnes. Donc, vraiment là, c'est tout l'intérêt de l'Holter MAPA des 24 heures, surtout lorsqu'on a une atteinte des organes cibles chez le diabétique. Ne pas hésiter à faire un Holter MAPA lorsqu'on a un patient qui est sous traitement pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'hypotension nocturne. Mais chez les patients qui n'ont pas d'HTA, vérifier qu'ils ne font pas des HTA masqués. La deuxième chose, c'est la fréquence aussi des hypotensions orthostatiques chez le diabétique et qui vont majorer le risque cardiovasculaire. Donc, ne pas hésiter à faire des mesures de la pression artérielle à 1 minute et 3 minutes du passage en position debout. Donc, cet examen-là doit être systématique au moins la première fois lorsque vous recevez le patient diabétique en consultation et ne pas hésiter à le répéter si bien sûr le patient se plaint de certains symptômes qui peuvent concorder.
Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la baisse des chiffres de pression artérielle chez le diabétique, elle est l'équivalent de trois choses, de la baisse de l'insuffisance rénale terminale, la baisse des rétinopathies diabétiques et la baisse de l'albuminurie. Donc, c'est tout bénéf. Pour ce qui est de l'atteinte des organes cibles, je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Je vous ai mis une petite plaque des guidelines juste pour vous dire que lorsqu'on a un patient diabétique qui présente de l'hypertension artérielle, eh bien, le fond d'œil est systématique, quel que soit le grade d'HTA. Donc, il faut les envoyer systématiquement voir l'ophtalmo. Et puis, il y a bien sûr le dépistage que vous connaissez déjà avec un ECG systématique, une échocardiographie si vous avez une anomalie au niveau de l'ECG ou des symptômes de dysfonction VG, vous pourrez toujours regarder ça plus tard. Donc, en conclusion, l'hypertension artérielle et le diabète, eh bien, ils ne font pas bon ménage. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. La physiopathologie est intriquée. C'est un véritable cercle vicieux entre HTA, diabète et atteinte rénale. Le fait d'avoir l'hypertension artérielle et le diabète qui sont présents de façon concomitante va majorer le risque cardiovasculaire. Nous avons une prise en charge thérapeutique qui est codifiée, qu'il faut suivre. Il faut être très rigoureux sur les cibles thérapeutiques. Et puis, il y a quand même un avenir prometteur des nouvelles molécules anti-diabétiques, à savoir les inhibiteurs SGLT2, les agonistes des récepteurs GLP1. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Je n'oublie pas les petits malfaiteurs que j'ai mis au début. Donc, priorité à la prudence. Bien sûr, la prévention primaire, c'est l'idéal. Et puis, quand ils sont installés tous les deux, HTA et diabète, prévention secondaire et une bonne surveillance de nos patients. Merci beaucoup. Merci, Mia, pour ta présentation. C'était intéressant. On a appris beaucoup de choses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, soit à travers des messages ou bien prendre la parole et poser vos questions. Moi, j'ai une première question, Mia. Concernant le risque d'hypoglycémie chez les patients diabétiques qui sont sous bêta-bloquants, est-ce que c'est un risque réel? Parce on voit quelquefois des patients qui sont sous bêta-bloquants qui font pas mal d'hypoglycémie. Oui. C'est juste lié au traitement ou à autre chose ou... Alors justement, ce risque-là est lié justement au bêta-bloquant. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les laisser en dernier lieu parce qu'il y a une interaction avec le mécanisme d'insuline. Il y a une hypersécrétion d'insuline et donc ils ont généralement des hypoglycémies, mais le nébivolol a moins d'interaction avec le mécanisme insulinique. Donc éventuellement, chez ces patients-là, on pourrait switcher vers le nébivolol si on est vraiment obligé de mettre un bêta-bloquant. Ou sinon, si le bêta-bloquant n'est pas obligatoire, eh bien, on passe carrément à une autre classe thérapeutique. Est-ce que tous les bêta-bloquants sont pareils en matière d'hypoglycémie, enfin de risque d'hypoglycémie? Oui, tous, sauf le nébivolol. En tout cas, dans les études, c'est le nébivolol qui ressortait en ayant le moins d'interaction avec l'insuline et le risque d'hypoglycémie. C'est ce qui ressort dans les papiers. Il y a une autre hypothèse qui parle comme quoi, enfin, avec la bradycardie et la sténine, donc les patients diabétiques sont toujours à risque d'hypoglycémie, mais les bêta-bloquants font juste masquer cette hypoglycémie. Enfin, on peut impliquer les bêta-bloquants, mais peut-être c'est juste un risque qui est déjà défini et présent, et les bêta-bloquants ne font qu'accentuer ou Majorer le risque, oui, c'est possible. mais- Oui, oui. Mais en tout cas, quand on est obligé de mettre des bêta-bloquants, lorsqu'on a de l'insuffisance cardiaque, par exemple, eh bien, on va les mettre. Mais c'est vrai qu'il y a un message qu'on reçoit ici. Est-ce que les bêta-bloquants peuvent cacher des signes d'hypoglycémie? Oui, c'est un risque. Oui. Je vais te poser une question, Maha, un petit peu une question des anciens cardiologues. Sur ta recherche, est-ce que tu as trouvé quelque chose sur les alpha-bloquants ou les agents centraux? Est-ce qu'on peut toujours les utiliser ou pas?
Franchement, dans les nouvelles recommandations, on n'en parle presque plus ni alpha-bloquant ni antihypertenseurs centraux. La place éventuellement qui ressort, c'est lorsqu'on a une hypertension artérielle qui est résistante. À ce moment-là, on est face au mur, donc on essaie d'utiliser toutes les molécules qu'on a. Je pense que c'est la seule place qu'il garde jusque maintenant. En tout cas, c'est ce qui ressort des dernières études et des dernières recommandations. Et je crois aussi à la femme enceinte avec les agents centraux. Oui, oui, par rapport à la femme enceinte, à ce moment-là, c'est vraiment l'hypertension artérielle de la femme enceinte. Donc, oui, il y a 3 classes thérapeutiques. C'est ce qu'on utilise généralement chez la femme enceinte. Donc, ça, c'est vraiment un cas particulier où ils sont bien sûr indiqués. Ok, merci Maha. Est-ce qu'il faut que l'audience pose des questions? Je crois qu'il y a des questions. Vas-y, Salim. Bonsoir Mara. Bonsoir, Bonsoir, c'est toujours un plaisir de t'entendre, Mara. Merci pour ta présentation. Je voulais juste poser une question. Comme tu as bien dit sur ta présentation, que les diabétiques sont exposés à un risque d'hypotension, mais vu la perte d'autorégulation et la dysrégulation du système nerveux autonome, à quel moment chez le diabétique on indique une exploration du système nerveux autonome? Est-ce que c'est quand il devient symptomatique, il fait des chutes, des vertiges, ou il y a des indications particulières? Et quel impact thérapeutique? Est-ce qu'il y a en cas d'épisode d'hypotension fréquente, est-ce que ça a une implication thérapeutique et quelle molécule on doit prescrire dans ce cas? Merci. Alors, dans les recommandations, il n'y a pas vraiment de réponse claire par rapport à l'exploration du système nerveux autonome. Mais c'est clair de façon générale, lorsqu'on a un patient qui va se plaindre de symptômes qui sont suspects d'une altération du système nerveux autonome, on va l'envoyer faire un examen dans ce sens. La deuxième chose, c'est que justement, vu que ces patients-là sont beaucoup plus sujets à des hypotensions et surtout des hypotensions nocturnes, il ne faut pas hésiter à leur faire des haltères tensionnels de 24 heures, au moins une fois lorsqu'ils sont déjà sous traitement. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a un patient qui vous rapporte des symptômes en rapport avec une hypotension, là, il ne faut pas hésiter à lui faire un haltère pour vérifier que tout va bien dans le suivi. Maintenant, est-ce qu'il y a des molécules qui vont donner plus d'hypotension que d'autres? Il y a pas mal d'études qui ont été faites, surtout pour tout ce qui est système nerveux autonome. Il n'y a pas vraiment de molécules qui ressortent de façon claire, mais je pense qu'il faut essayer d'abord diminuer les doses qu'on donne. Et parfois, ce qui marche aussi, je me souviens que j'avais vu passer un papier là-dessus, on peut aussi essayer de donner des prises qui sont séparées, à savoir une prise le matin et une prise le soir, pour éviter d'avoir ces hypotensions nocturnes. Mais voilà, je n'ai pas plus de renseignements là-dessus. Merci beaucoup, Maha. Merci. Je t'en prie. Il y a une autre question, Maha, sur les contre-indications des IEC. Les contre-indications des IEC, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il faut surtout vérifier le stade, il faut vérifier la fonction rénale de nos patients. Quoique, il y a des études qui ont démontré que le fait de commencer à donner des IEC et des ARA2 chez des patients qui ont déjà un GFR, donc un DFG qui est altéré, peut avoir un effet néphroprotecteur. Donc, je pense que le plus important chez ces patients-là, c'est de surtout surveiller leur fonction rénale une fois qu'on a initié un traitement par IEC ou ARA2, surveiller qu'il n'y ait pas d'altération majeure de leur DFG. Et voilà. D'accord, très bien. Merci. Il y a une autre question sur
par Dr Ghalem, Naïma. En cas d'HTA grade 1, avec surtout une augmentation de la diastolique, quand est-ce qu'on peut arrêter le traitement, surtout s'il y a des épisodes d'hypotension? Je n'ai pas bien compris la question. C'est quoi la question? Lorsqu'il y a? C'est sur le chat? Oui, oui. S'il y a une HTA grade 1, il est sous traitement et il fait Oui. des hypotensions, quand est-ce qu'on arrête le traitement? Alors, des épisodes d'hypotension, il faut déjà vérifier si ce sont des épisodes d'hypotension qui sont symptomatiques, parce que généralement, lorsque ce sont des petites hypotensions qui sont asymptomatiques, on peut les tolérer. Maintenant, si ce sont vraiment des épisodes d'hypotension qui sont symptomatiques, on peut essayer éventuellement de changer de molécule, de refaire un holter de 24 heures et vérifier si ces hypotensions-là sont toujours là, si ces hypotensions sont toujours là ou pas. Et bien sûr aussi vérifier la dose, la posologie du médicament qu'on donne à notre patient, mais il n'y a pas de recommandation des sociétés savantes par rapport à l'arrêt du traitement lorsqu'on a des épisodes d'hypotension. Et moi, je pense, ça c'est un avis personnel, que le bénéfice-risque entre mettre un patient sous traitement antihypertenseur et prévenir le risque cardiovasculaire, et plutôt que d'arrêter un traitement parce qu'il a fait des hypotensions, ben, je pense que la balance, elle penche plus vers le fait de prévenir le risque cardiovasculaire. Et donc, à ce moment-là, il faudrait surtout agir sur la posologie des médicaments et éventuellement changer de molécule et voir s'il y a une amélioration de ces hypotensions. On peut baisser la dose de moitié des fois si l'hypotension est persistante, mais quand l'hypotension est paroxystique, à ce moment-là, il faut voir s'il y a une cause intermittente qui a fait baisser cette tension artérielle. C'est l'intérêt du système nerveux autonome qu'il faut explorer. Pardon, l'intérêt du système nerveux autonome, le SNA. Donc, c'est là l'intérêt d'explorer le système oui, tout à fait. Autonome. Lorsqu'il y a des hypotensions, oui. Et là, pour voir un petit peu, expliquer et traiter en fonction. J'ai une petite remarque. Il y a beaucoup de patients qui sont diabétiques, vous venez de le dire, Madame Pet, qui ont un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Ils gardent des tachycardies et généralement, ça peut même augmenter la tension artérielle. Moi, d'habitude, je donne une petite dose de bêta-bloquant et ça agit très bien sur la tension artérielle, surtout quand on a un traitement, un patient qui a une résistance au traitement. Peut-être le Coralon. Je ne sais pas ce que tu penses sur le Coralon pour la tachycardie chez ces diabétiques. Est-ce que peut-être on peut améliorer? Je ne pense pas qu'il y ait d'études là-dessus, sur le Coralon pour ralentir la fréquence cardiaque chez les patients diabétiques en particulier. Je ne pense pas en avoir vu en tout cas, mais oui, on pourrait éventuellement essayer le Coralon aussi pour éviter justement le risque d'hypoglycémie avec les bêta-bloquants. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. De toute façon, en pratique, je pense que la plupart de nos patients coronariens, ils sont diabétiques ou hypertendus. Oui. Donc, on évite de donner bêta-bloquant juste pour le risque d'hypoglycémie. Tout à fait. Bêta-bloquant. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Bonsoir Meha, c'est Myriam. Merci beaucoup pour ta présentation qui est vraiment très pertinente. Je te remercie. Sinon, j'avais juste un petit ajout à mettre par rapport à l'exploration du système nerveux autonome. Dans ce cas de patients qui sont hypertendus et qui font des épisodes d'hypotension orthostatique ou d'hypotension au cours de la journée qui sont vraiment documentés, il faut vraiment être plus léger quant aux cibles thérapeutiques. Donc, au lieu de cibler 120, 129 de systolique lorsqu'ils sont âgés de moins de 65 ans ou 130, 139 lorsqu'ils sont âgés de plus de 65 ans, on sera plus light quant aux cibles thérapeutiques. Ça veut dire qu'on ciblera plutôt une pression systolique de 150. Ça, d'une part. Quant au régime salé, on ne sera pas strict par rapport à l'apport peu salé. On autorisera un régime qui est normo-salé. D'autre part, on s'acharnera à insister sur un apport hydrique qui est adéquat, un apport d'au moins 3 litres sur les 24 heures pour maintenir une normovolémie. Aussi, on essaiera d'éviter tout ce qui est traitement diurétique.
parce que ça baisse la volémie et ça donne plus d'hypotension orthostatique. Et autre chose que je voulais dire, c'est que la contention élastique, elle aide beaucoup à éviter tous ces épisodes d'hypotension orthostatique. Sinon, par rapport au choix de molécules, à part le fait qu'il faut éviter les diurétiques autant que possible, des fois, on n'est pas libre dans le choix. On est obligé d'ajouter des diurétiques pour atteindre les cibles qu'on veut, mais il faut autant que possible éviter les diurétiques. Par rapport aux autres molécules, il n'y a pas de contre-indication ou d'éviction particulière qu'il faut voilà, respecter. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sinon, merci beaucoup. Merci à toi. Pardon, docteur Mara? Oui. Alors, Mac, petit Sam de laboratoire FI. Moi, je vais juste ajouter un truc par rapport au nibivolol. Alors, je voulais aussi vous dire que même le carvedilol, il a cette propriété d'améliorer l'insulinorésistance. D'ailleurs, il y a 3 bêta-bloquants qui sont connus. Il y en a 2 au Maroc, donc c'est le nibivolol et le carvedilol, étant donné que c'est des bêta-bloquants de 3e génération. Donc, même le carvedilol, il a cette propriété, que ce soit l'amélioration de l'insulinorésistance et même un effet délétère sur les lipides. Voilà. Merci. 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 Bonjour Mara. Oui, bonjour Malia. Bonjour, félicitations pour la présentation. Est-ce que vous permettez de rajouter un petit rappel de l'hypotension orthostatique comme ça? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, concernant l'hypotension orthostatique, c'est tout simplement une chute de la pression artérielle systolique de moins 20 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et juste 10 mm pour la pression artérielle diastolique dans les 3 premières minutes. Il y a d'autres études qui disent que c'est dans les 8 minutes, les 8 premières minutes. Alors, la symptomatologie, c'est généralement dû à l'hypoperfusion cérébrale. Mais il y a également les patients qui sont asymptomatiques, mais cette hypotension orthostatique expose alors notamment à un taux élevé de morbidité et de mortalité. Concernant les étiologies, grosso modo, on a 3. Tout ce qui est neurogène, c'est suite à des maladies neuropathiques, c'est comme le diabète, comme les dysautonomies familiales, comme les maladies neurodégénératives, comme l'AMC, comme l'échec autonomique pur. Il y a non neurogène, c'est tout ce qui concerne la déplétion volémique. Et il y a les médicaments, les diurétiques, les alpha-bloquants, les antidépresseurs tels que les tricycliques. Alors, la prévalence, c'est surtout chez les sujets âgés au-delà de 65 ans. C'est suite à une diminution surtout de la sensibilité des barorécepteurs chez ces sujets. Mais chez le sujet jeune, c'est surtout l'insuffisance autonomique chronique. Concernant la physiopathologie, c'est lorsqu'on a une diminution du retour veineux, il y a les mécanismes de compensation qui vont augmenter ce retour veineux et l'augmentation du débit cardiaque. Mais lorsque le patient ne dispose pas de ces mécanismes de compensation, c'est là où le malade devient symptomatique. Concernant le traitement, il y a les mesures hygiéno-diététiques, c'est d'arrêter tout ce qui peut donner l'hypotension, les antihypertenseurs, les psychotropes, les antiparkinsoniens surtout. Alors, les vasodilatateurs, les dérivés nitrés, les alpha-bloquants, les anticholinergiques, aussi les opiacés. Et il est recommandé systématiquement de chercher l'hypovolémie ou la déshydratation avant de traiter toute hypotension orthostatique. Et pour différencier une hypotension orthostatique neurogène ou pas, c'est surtout l'augmentation de la fréquence. Si on a une absence de l'augmentation de la fréquence ou l'orthostatisme, c'est là qu'on parle d'une hypotension orthostatique neurogène. La prise en charge pharmacologique, c'est surtout l'amidodrine. L'amidodrine, qu'on donne une dose de 2,5 à 4 mg, on peut donner 3 fois par jour, et c'est 30 à 40 minutes avant le lever du malade. En deuxième position, c'est le fludrocortisone. On peut donner aussi la péridostigmine, c'est le mistinon 60 mg qui est commercialisé. Les ANS aussi, la proxidopa, qui est un précurseur de la noradrénaline. Et généralement, je pense, c'est tout. Le traitement, et qu'il est recommandé de ne pas traiter systématiquement les patients asymptomatiques, sauf les parkinsoniens qu'on traite systématiquement. Parce qu'ils ont une prévalence accrue à l'hypotension orthostatique avec leur traitement et qui engage le pronostic fonctionnel chez ces malades. Merci Maria. Je vous en prie. Merci Maria pour cette
cette explication, effectivement, ça fait plutôt l'hypotension orthostatique. Nous, on est effectivement dans le diabète et hypertension artérielle. OK. Et une autre question, Madame Bell, pour Mahan. Donc, dans le cadre du suivi d'un malade avec HTA et diabète, la courbe enfin, c'est écrit la tendance de la baisse du DFG est importante, mais à quelle perte de DFG en pourcentage on doit s'inquiéter? En pourcentage? En pourcentage, je n'ai pas une réponse claire à donner. Il me semble que c'était dans les 20% de perte de DFG que ça commençait à être assez alarmant, on va dire, mais c'est à vérifier. Et comme tu l'as souligné durant la présentation, il y a deux types enfin, diabète type 1 et type 2, mais pour le type 1, des fois même enfin, le DFG il peut augmenter de façon importante et c'est un premier signe d'alarme, je pense, qui peut orienter vers une insuffisance rénale débutante chez ces Oui, patients. tout à fait. Une autre question. Donc, quels sont les facteurs de risque qui augmentent le risque d'association HTA et diabète? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent majorer cette association En HTA-diabète? fait, d'emblée, la présence d'hypertension artérielle ou la présence de diabète va favoriser le risque de l'apparition de l'un ou de l'autre parce qu'on a vu dans la physiopathologie que ce sont des mécanismes qui sont intriqués. Donc, juste la présence des deux va favoriser l'apparition de l'un ou de l'autre. Maintenant, on a vu que tout à l'heure avec bêta-bloquant et diurétique, lorsqu'on a un patient qui est hypertendu et qui est en prédiabète et qu'on va lui donner bêta-bloquant et diurétique, c'est une association qui va favoriser le passage en diabète confirmé. Voilà, et bien sûr, plus il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, plus on va majorer le risque du patient. Mais pour le risque de l'association, eh bien, ce sont les deux en eux-mêmes avec la physiopathologie qu'on a vue tout à l'heure. Et comme tu as dit, c'est surtout quand on a une atteinte d'organes cibles, c'est là où le risque il devient Il devient encore plus important, oui. important. Ouais. Et d'où l'intérêt aussi des mesures hygiéno-diététiques, que ce soit chez le patient hypertendu ou chez le patient diabétique. Les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique aussi, elle va pouvoir prévenir justement un petit peu le risque de complications, de rigidité vasculaire, etc. Donc, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le côté purement pharmacologique, mais penser aussi aux mesures hygiéno-diététiques, à la perte de poids et à l'activité physique. Très bien. Moi, j'ai une petite question d'ordre pratique maintenant, Maha. On sait que l'HTA diabète, c'est des facteurs de risque non modifiables. On peut pas, si on a l'HTA diabète, on ne peut pas changer les choses. Mais comme si chez ces patients-là, comment on peut réduire le risque cardiovasculaire? On sait que la mortalité elle est essentiellement cardiovasculaire due à un infarctus du myocarde. Alors, comment on peut prévenir cette évolution? Enfin, comment on peut réduire la mortalité chez ces patients-là? On peut la réduire en gérant justement le risque cardiovasculaire, en gérant les autres facteurs de risque, notamment les dyslipidémies, notamment les maladies coronariennes. Donc, c'est comme la gestion du risque cardiovasculaire chez tous les patients qui sont à risque. Donc, pour limiter la progression et l'évolution, c'est une gestion qui est globale en gérant tous les facteurs de risque cardiovasculaire ensemble avec un meilleur équilibre glycémique, un meilleur équilibre des chiffres tensionnels et une HTA qui est bien contrôlée, contrôle des dyslipidémies, de la maladie coronarienne. Donc, c'est une prise en charge qui est globale pour éviter des outcomes qui sont fâcheux chez ces patients-là qui sont à haut risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il faut faire des thésischémies de façon plus précoce?
Alors, pour les tests d'ischémie, chez le diabétique, le dépistage de l'ischémie silencieuse, à un certain moment, c'était un petit peu à la mode de le faire de façon systématique, mais il a été rétrogradé dans les recommandations. Maintenant, le dépistage, moi, je pense qu'il doit rester basé sur tout ce qui est clinique, surtout sur l'électrocardiogramme qui doit être aussi systématique. Et généralement, nous, dans notre pratique, on fait des échographies cardiaques de façon systématique à nos patients. Je pense qu'on devrait continuer à le faire. Et au moindre doute, lorsqu'on a des symptômes qui sont en faveur d'une ischémie, ne pas hésiter à aller vers des tests d'ischémie. D'accord, merci, Mara. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, s'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'on peut donner la parole au laboratoire FI pour pouvoir effectivement présenter.